Alors, le dernier PNNS 2019 donc, a introduit le concept d'aliments ultra transformés en proposant de les limiter. Et quelques mois auparavant, le Haut Conseil de santé publique avait fait la recommandation de les réduire de 20% d'ici 2021. Donc 20%, ça me paraît intéressant, sachant que j'y reviendrai dans la règle des 3V, mais je recommande par précaution de ne pas dépasser 15% de calories quotidiennes. Donc comme on en consomme 35 à 40%, moins 20%, on arrivera effectivement à ces 15%. Et enfin, le concept a été introduit récemment dans le programme des IUT diététiques en France. Donc les choses sont en train de bouger. C'est vraiment intéressant parce que le concept d'aliments ultra transformés, si vous voulez, c'est un peu comme si les chercheurs étaient partis à la recherche dans une forêt vierge de nouvelles formes d'aliments et qu'ils aient découvert un aliment qui n'avait pas été identifié jusqu'alors, l'aliment ultra transformé. C'est-à-dire qu'il existait mais il n'avait pas été identifié. Donc, on pourrait dire qu'ils ont caractérisé un nouvel objet alimentaire non identifié. Donc en ce sens, c'est très intéressant parce que avant, si vous voulez, on parlait de malbouffe. C'est un concept qui a été vulgarisé par Joël de Ronet, fin des années 70, dans son livre La malbouffe, dont la traduction anglaise est junk food. Et si vous voulez, la malbouffe englobait un ensemble d'aliments pas très bien définis. On se doutait un peu de ce que c'était. C'était McDo, les hamburgers des chaînes de restauration rapide, les confiseries, les snacks sucrés salés gras, les sodas, etc. Mais on n'avait pas vraiment défini scientifiquement ce que c'était. Et avec les aliments ultra transformés, ce qui est intéressant, c'est que ça englobe non seulement la malbouffe, mais le concept est plus large et plus puissant pour la société en termes d'outils de santé publique, c'est qu'il va englober toute une gamme d'aliments qui sont présentés plutôt sains pour la santé, alors que ça n'est pas le cas. Donc je vous ai cité, ça peut être des produits bio, des produits véganes, les steaks végétaux sont très ultra transformés, les céréales du petit déjeuner pour enfants, même si elles sont enrichies en vitamines ou en blé complet. Et le premier aliment ultra transformé que l'on consomme, c'est évidemment le lait infantile. Il ne s'agit pas de dire de ne pas en consommer. L'idée est juste de dire que le vrai aliment correspondant reste le lait maternel, qui est préconisé par l'OMS et dont on connaît les bénéfices immenses pour la santé de l'enfant. Donc, si vous voulez, ce concept est intéressant, voilà, parce qu'il permet finalement de démasquer les tromperies. Parce que si vous voulez, la malbouffe, tout le monde était à peu près d'accord pour dire ce que c'était. Il y avait une forme de consensus mou. Les publicités ne présentaient jamais ces produits comme bons pour la santé, mais les associaient plutôt au plaisir ou au fait d'être à la mode en les consommant. Alors à ce jour, il y a plus de 250 articles qui ont été publiés, des articles scientifiques dans des revues internationales avec comité de lecture, avec les pairs scientifiques, donc validés par des pairs scientifiques, depuis 2010-2011. Donc le nombre d'articles publiés par an est exponentiel. Et en ce qui concerne les études des aliments avec la santé, on approche des 40 études qu'on va qualifier d'épidémiologiques pour faire simple et d'intervention. Alors les résultats, je vais faire assez simple, je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais toutes les études, qu'elles soient écologiques, transversales, longitudinales, montrent que les consommateurs, soit réguliers ou excessifs d'aliments ultra transformés, sont plus à risque de surpoids et d'obésité et d'adiposité chez les plus jeunes, avec aussi des indices de masse corporelle plus élevés. Donc toutes les études vont dans le même sens. On a montré des risques accrus de syndrome métabolique, de diabète de type 2, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de cancer totaux et de cancer du sein, de syndrome de l'intestin irritable, de symptômes dépressifs et d'incidence de dépression. Et 3 études ont montré une mortalité accrue. Donc ça fait déjà pas mal. Et il y a aussi même une étude qui a montré un risque accru d'asthme. Alors évidemment, on va avoir besoin d'autres études pour confirmer ces résultats, mais on a quand même une convergence des résultats qui vont dans le même sens.
pour les risques accrus de maladies chroniques et de mortalité. Enfin, la dernière étude d'intervention sur laquelle je m'arrêterai, qui a été publiée, qui a fait pas mal de bruit aussi. Alors, elle est intéressante dans le sens où ils ont pris deux groupes d'individus auxquels ils ont fait consommer à 80% ultra transformé et l'autre groupe à 80% peu transformé. Et chacun des groupes a changé de régime. Donc, on a fait ce qu'on appelle une étude croisée. Chaque groupe consommant pendant 14 jours soit le régime peu transformé ou ultra transformé. Et les régimes au départ avaient la même composition en macronutriments. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ils se sont rendus compte, pour les résultats principaux, qu'au bout de 15 jours, le groupe ultra transformé consommait en moyenne 20% de calories en plus de manière significative, notamment associé à un excès de gras et de sucre. En outre, il prenait 1 kg et 100 g de plus de manière significative en 2 semaines, tandis que le groupe peu transformé, au contraire, perdait 0,9 kg de manière significative. Donc on voit bien que puisque la composition était la même au départ, qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, et c'est l'hypothèse que je défends, et c'est qu'on a des matrices qui sont rendues hyper attractives, hyper palatables, comme on dit scientifiquement, et qui justement pousse à consommer plus que de raison. Donc cette artificialisation des matrices pousse à consommer plus que de raison, et en consommant plus que de raison, on consomme plus de sucre, de sel, de gras et d'additifs. Mais consommer plus de sucre, de sel et de gras et d'additifs n'est que l'effet. La cause principale, ce sont ces matrices artificialisées qui font que le plaisir l'emporte sur la satiété, et ceci assez rapidement. Donc la prévention et les recommandations devraient être faites sur l'origine, sur la cause, donc sur ces matrices, donc limiter ces aliments, probablement pas plus de 1 à 2 par jour, plutôt que de faire des recommandations sur les effets, c'est-à-dire sur le sucre, le sel, le gras et les additifs. Les explications, on sait qu'il y a 4 grands groupes d'explications qui sont bien documentés scientifiquement. Donc, beaucoup d'études ont montré que les aliments ultra transformés sont moins riches en composés protecteurs des maladies chroniques, fibres alimentaires, antioxydants, minéraux et vitamines, qui sont justement des composés protecteurs des maladies chroniques. On parle de calories vides. Ils sont aussi moins rassasiants, ce qui est normal, parce que les matrices demandent moins de mastication, et ils sont plus riches en sucre et gras, qui sont les nutriments les moins rassasiants par rapport aux fibres et protéines, qui sont, elles, caractéristiques des aliments peu ou normalement transformés. Ensuite, par les traitements drastiques, l'ajout de sucre simple et des matrices déstructurées, ils ont tendance à être plus hyperglycémiants, c'est-à-dire à être des sources de sucre plus rapides de manière significative. Et enfin, dernière explication, qui est sans doute la moins connue, je sais que des chercheurs travaillent là-dessus, notamment à l'INRA et à l'INSERM, ce sont des composés xénobiotiques, c'est-à-dire que nous n'avions jamais consommé auparavant car étrangers au corps humain, et que nous consommons massivement, notamment dans les pays occidentaux, depuis seulement 30, 40, 50 ans. Alors, parmi ces composés, on peut citer les néoformés lors des traitements drastiques, qui sont aussi caractéristiques d'aliments non ultra-transformés, évidemment, mais qu'on trouve aussi dans les ultra-transformés. On va trouver des additifs de synthèse qui n'existent pas dans la nature. On peut trouver pourquoi pas des molécules qui migrent des emballages, c'est une hypothèse d'autres chercheurs. Et enfin, on va trouver des ingrédients ultra transformés, comme des huiles hydrogénées, alors moins en France, mais elles subsistent dans d'autres pays, ou par exemple des protéines hydrolysées, ou des sucres invertis. Oui, il y a un lien, ce qui nous amène à parler de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps, mais de plus en plus longtemps malade. L'espérance de vie théorique est de 83 ans, tandis que l'espérance de vie en bonne santé, pour faire simple, est d'à peu près 63 ans. Donc on vit 20 ans en mauvaise santé en France, c'est-à-dire que, grosso modo, de la retraite à notre décès, on est malade. Et cette espérance de vie en bonne santé stagne depuis très longtemps, elle a même diminué depuis les années 80. Donc on vit 20 ans en mauvaise santé, sachant que sur ces 20 ans de morbidité, un tiers de ces années serait lié à une mauvaise alimentation. Donc on voit qu'on peut gagner 6 à 7 ans de vie en bonne santé avec le seul levier de l'alimentation. Donc on voit bien que si on vit plus longtemps, ce n'est pas grâce à l'alimentation, sinon l'espérance de vie en bonne santé augmenterait, mais plutôt grâce au progrès de la médecine qui permet d'atténuer les effets des maladies chroniques et de prolonger la vie.
Car aujourd'hui, une des hypothèses, c'est pourquoi l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis longtemps. Eh bien, justement en raison de l'explosion des maladies chroniques qui arrivent de plus en plus tôt et qui empêchent cette espérance de vie en bonne santé d'augmenter. Alors, la question des personnes âgées est assez délicate quand même, car les aliments gras et sucrés peuvent être conseillés pour stimuler l'appétit chez des personnes, notamment qui peuvent être dénutries, qui peuvent avoir des gros problèmes de dentition. Donc elles peuvent se tourner plus facilement vers des aliments ultra transformés qui justement demandent moins de mastication et peuvent être plus riches en gras et en sucre. Donc ça peut être, pourquoi pas, une solution de niche pour stimuler l'appétit, mais on peut très bien aussi imaginer stimuler l'appétit avec des produits un peu plus gras et sucrés et demandant moins de mastication et qui ne soient pas ultra transformés. Les impacts observés sur des gens qui ont longtemps... Alors, pour ces personnes âgées qui ont des maladies chroniques, ça peut... Alors, il n'y a pas que la mauvaise alimentation, mais une des raisons peut être justement le fait qu'ils aient eu une mauvaise alimentation durant de nombreuses années auparavant. Et on peut aussi avoir le cas de gens qui ont bien mangé et qui peuvent se mettre à consommer ultra transformé à la retraite, surtout s'ils sont en EHPAD, où on sait que la restauration collective quand même est une pourvoyeuse d'aliments ultra transformés assez importante.